Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'aide internationale, elle est face à de nombreux défis. En premier lieu, évidemment, il y a les zones de conflit, les conflits émergents. C'est des zones généralement où l'accès est difficile pour les travailleurs humanitaires et donc c'est difficile d'atteindre directement les bénéficiaires ou les populations qui se trouvent dans le désarroi. Dans un second temps, il y a évidemment les crises oubliées, les crises structurelles. Ce sont des crises qui sont qualifiées par des facteurs multiples. On peut dire aussi que ces crises, elles sont d'autant plus un enjeu dans la mesure où on n'a pas encore trouvé des plans de résilience et de riposte viables pour y répondre. Et finalement, il n'y a que des facteurs d'aggravation. Généralement, elles s'étendent sur plusieurs décennies. C'est notamment le cas du Soudan, c'est le cas de la RDC. Voilà. Il y a généralement dans ces zones les questions de pauvreté chronique, d'insécurité alimentaire, de conflits, moments de conflit émergents, crise économique, corruption de la classe politique. Donc plusieurs facteurs d'aggravation. Et finalement, on se retrouve dans une situation où il est impossible de résoudre ces crises. Il y a évidemment les changements climatiques, qui est un des grands enjeux pour l'aide internationale. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'ensemble de la communauté humaine est face aux impacts négatifs des changements climatiques. Cependant, on n'y est pas confronté de la même façon. Les populations les plus pauvres sont évidemment les plus impactées et l'aide internationale a un rôle à jouer pour pallier aux impacts négatifs des changements climatiques. Pour aller dans le sens de ce qu'évoque Fatou, il y a donc une diversité, un nombre important de crises en fait qui s'empilent ces dernières années, de crises majeures avec une forte mortalité sur les populations civiles, dans des zones notamment urbaines, que ce soit en Ukraine, que ce soit aussi à Gaza, mais aussi dans des zones plus vastes, je pense évidemment au Soudan, en République démocratique du Congo. Donc ces crises qui s'empilent avec des civils qui payent un lourd tribut et la notion d'espace humanitaire supportée par le droit humanitaire international qui est toujours en difficulté pour être appliquée dans ces divers conflits. On l'a vu bien sûr en Afghanistan, en Syrie, on le voit aujourd'hui à Gaza où les humanitaires payent aussi un lourd tribut. Donc dans la multiplicité des défis auxquels les acteurs de l'aide, que ce soit le développement ou de l'action humanitaire plus d'urgence, doivent répondre, c'est notamment les questions de sécurité, la question aussi du volume d'aide à apporter qui est conséquent. Aujourd'hui, on parle de près de 300 millions de personnes qui sont dans le besoin, on parle de près de 120 millions de déplacés, dans un contexte où les volumes budgétaires sont estimés à 250 milliards de dollars, on parle de 200 milliards pour l'aide publique au développement et 50 milliards pour l'aide d'urgence. Donc des volumes budgétaires qui sont stables, qui nécessitent des mobilisations chaque année importantes et des besoins qui augmentent avec des fortes mortalités. Les enjeux dans ce contexte, c'est aussi la diversité et la multiplicité des acteurs parties prenantes dans cette aide internationale, qu'elle soit étatique ou qu'elle soit issue d'acteurs de la société civile, des ONG, dont on sait aussi que ces ONG sont multiples et qu'elles n'ont pas toutes la même indépendance, le même principe d'opérationnalité, d'impartialité entre autres, qu'elles sont souvent plus ou moins liées à des financements qui les tiennent d'une certaine manière et qui mettent en difficulté leur indépendance. Et donc, dans ce contexte de multiplication des acteurs de l'aide, dans ce contexte aussi de financement de l'aide qui est entre les mains d'une vingtaine de pays essentiellement du Nord, eh bien on est soumis aussi à des risques d'instrumentalisation, notamment politique, avec donc des risques de politisation de l'aide, mais aussi des mécaniques de dépolitisation des aidants, de certains contextes, où on voit que l'aide peut être non seulement une variable d'ajustement, mais aussi un outil utilisé comme paravent moral pour ne pas répondre à des exigences politiques qui sont attendues de la part des États, notamment des pays du Nord. Donc on est dans ce contexte, et aussi dans ce contexte de complexité où il y a un écart de plus en plus important
on va dire, le nord et le sud global, hein, the west and the rest, c'est un peu l'expression consacrée en géopolitique, et dans un contexte où le deux poids deux mesures est de plus en plus flagrant dans notamment le respect ou le non-respect du droit militaire international. Et ça pose des questions, et notamment ça conduit à nécessité de clarifier notamment le positionnement des acteurs humanitaires dits indépendants face aux acteurs de l'aide étatique. En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. La première, c'est que on est dans une situation d'inéquité entre les acteurs du Nord et les acteurs du Sud. À savoir que la majorité des financements de l'aide internationale sont concentrés au Nord. Par ailleurs, les organisations de la société civile des Suds, qui sont les acteurs de l'aide locale, aujourd'hui agissent dans une forme de prestation à travers des programmes d'aide humanitaire et de développement. Et finalement, ils perdent en indépendance, ils perdent en autonomie. Les codes, le modèle de l'aide internationale est dicté par le Nord. Il a été créé au Nord. Donc finalement, il y a une question qui se pose dans la cohérence des programmes qui sont mis en place dans les pays des Suds, à destination des pays des Suds, mais qui n'ont pas de marge de manœuvre dans la modélisation de la fabrique de l'aide. Dans un deuxième temps, il y a aussi un sujet en termes de rapport partenarial entre les acteurs du Nord et les acteurs des Suds. Pour plusieurs associations occidentales, il est difficile d'émettre un diagnostic cohérent, adapté des programmes d'aide, de répondre réellement aux bénéficiaires si ce ne sont pas les sachants, s'ils ne connaissent pas parfaitement le contexte dans lequel ils agissent. Finalement, les sachants, on va se dire que c'est les organisations de la société civile qui sont récipiendaires, qui sont des Suds, qui sont proches des communautés, qui sont issus des communautés. C'est sur elles que repose la cohérence des programmes. Donc voilà, une néocolonialiste, faut pas oublier aussi que le modèle d'aide tel qu'on le connaît est issu d'une genèse coloniale. La manière dont le modèle d'aide internationale a muté, a évolué et aujourd'hui potentiellement anticolonial, mais il persiste tout de même des pratiques de pouvoir. Il persiste des mauvaises dynamiques. On va le voir notamment dans tout ce qui est le mythe du sauveur blanc, lorsque il se met en place une initiative venant du Nord, alors qu'elle soit associative, elle prend plusieurs formes, d'un collectif qui va vouloir aider une localité des Suds. Alors principalement, ça se passe très souvent sur le continent africain. Finalement, les rapports entre les populations locales qui sont censées être récipiendaires et l'initiative des acteurs à l'initiative de cette aide locale venant du Nord, souvent il y a des interactions qui ne sont pas forcément positives. Il n'y a pas forcément une cohérence dans les programmes. Les bénéficiaires, par voie, sont impactés négativement par la mise en place de cette initiative. Donc, on va se rendre compte que, dans cette mesure-là, que l'aide est inefficace. Elle est inefficace et parfois même, elle est inadaptée et négative sur le long terme. On a plusieurs exemples sur le terrain d'interactions qui se sont mal passées entre des acteurs venant du Nord qui viennent au Sud avec le mythe du sauveur blanc. Ça, c'est un vrai sujet. Et en termes, au niveau de l'ingérence, de cette liberté d'ingérence, il est temps de repenser le modèle d'aide internationale et les rapports entre organisations du Nord et organisations des Suds. Dans un dernier temps, il y a aussi, là ça va concerner plus les acteurs étatiques, c'est la conditionnalité de l'aide. On sait que, effectivement, comme Jean-François l'a dit, que les États occidentaux sont les principaux donateurs, notamment de l'aide au développement. Et finalement, on va se retrouver dans une situation où ils ont des intérêts à défendre, que
lorsque l'État récipiendaire ne va pas dans le sens de leurs intérêts, l'aide peut être conditionnée. Ça s'est passé au Mali en 2022, ça peut se reproduire sur d'autres territoires, et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aide, elle répond à l'intérêt des puissants, qui sont aussi, comme par hasard, les anciens empires coloniaux. Donc il faut repenser l'aide. Il y a énormément d'ONG transnationales qui sont en train de réfléchir à ce qu'on va souvent appeler la décolonisation de l'aide internationale. C'est une pensée qui est en cours aujourd'hui au sein du secteur. La question néocoloniale au cœur de l'action humanitaire et au cœur de l'aide au global, elle a été pensée une réflexion qui s'est renforcée dans les années 80-90 pour les ONG notamment, en faisant l'exercice un peu anthropologique de comprendre que lorsqu'on intervient à l'international, quand on vient du nord vers le sud notamment, lorsqu'on est expatrié, on véhicule malgré nous ou en pleine conscience, des modes de fonctionnement, des représentations du rapport à la vie, à la mort, à la maladie, hein, si on parle des ONG médicales, du rapport au travail, notamment. Et donc, il a fallu plusieurs années pour, si on parle des ONG, qu'elles intègrent le fait que ce transfert de modèles avait des connotations néocoloniales, et d'autant plus si on ne prenait pas conscience du fait que les acteurs que l'on souhaite aider ont leur propre représentation des choses, ont leurs propres attentes aussi vis-à-vis de leurs propres besoins, et que vous ne pouvez pas arriver en sauveur sans vous soucier des attentes des populations concernées. Ça fait partie d'observations, d'échecs, hein, on va dire, de beaucoup d'opérations humanitaires, parce qu'il n'y avait pas cette exigence de réflexion anthropologique, de compréhension des logiques de chacun, avec une imposition un peu dans un rapport de force des aidants venant expliquer la bonne parole aux aidés, donc une forme d'asymétrie dans le rapport de l'aide. Et donc, beaucoup de réflexions ont été faites depuis 15-20 ans, et c'était important dans cette revue internationale stratégique de faire le point sur là où on en était de cette question-là, notamment au sein des ONG, qui ont essayé de pallier à ces travers, notamment en travaillant sur l'approche communautaire, c'est-à-dire sur des programmes beaucoup plus centrés sur l'écoute et la mise en avant des populations concernées, les intégrer dans notamment la co-construction des projets, la conduite des projets, être dans ce qu'on appelle l'empowerment, leur donner les capacités de pouvoir eux-mêmes gérer les projets. Cette réflexion, elle a amené aussi à une dimension partenariale beaucoup plus importante avec des acteurs de la société civile et des ONG locales, entre des ONG internationales et des ONG des pays dans lesquels l'aide se fait, et avec cette idée d'un partenariat et d'une co-construction beaucoup plus poussée que simplement sur un rapport, on va dire, de soutien parfois uniquement financier, hein, les ONG n'étant pas des banques, ce qui n'est pas le cas forcément de l'aide publique au développement portée par certains États. Je pense notamment à l'Agence française du développement qui peut aider à financer des projets avec une logique bancaire d'une certaine manière. Donc les ONG ont dû faire cet exercice de remise en question de leur modèle de fonctionnement pour limiter l'échec de leur projet et pas être perçus comme des acteurs d'un néocolonialisme plus ou moins maîtrisé. Et puis, effectivement, comme le disait Fatou, les États qui sont des acteurs à part entière de l'aide internationale, qui n'ont pas forcément les mêmes principes d'indépendance, d'impartialité, de désintéressement que les ONG, parce que de fait, les États défendent des enjeux politiques, économiques, sociaux, qui font que l'aide qu'ils peuvent apporter est bien sûr légitime, mais qu'elle n'est pas du même niveau que ce que les ONG peuvent prétendre en termes de principe. Ceci dit, si de notre point de vue, en tout cas, l'aide étatique est toujours politique, on est en droit de demander à ces États de limiter l'instrumentalisation et la politisation de cette aide pour justement ne pas créer une confusion des genres et ne pas mettre en péril des ONG qui, elles, essaient de fonctionner sur des principes d'impartialité, d'indépendance ou voire de neutralité pour certaines. Je
prends comme exemple, dans la continuité de ce qu'a évoqué Fatou sur l'aide au Mali, le fait que la France, en 2023, ait décidé de stopper ces aides publiques au développement et aussi humanitaires aux ONG locales, ONG internationales qui interviennent notamment au Burkina, dans un contexte géopolitique tendu entre la France et ce pays, dans la continuité aussi de remise en question d'aide pour le Niger et le Mali. Et ça impacte concrètement des associations, des sociétés civiles, et ça remet en question la capacité d'intervention des ONG dans un contexte où on voit bien que ce choix est purement politique et qu'on est au cœur d'une politisation de l'aide qui, dans tous les cas, a tout le temps existé. Les autres enjeux qui sont importants, si bien sûr on se décale un petit peu, on fait un pas de côté sur la question de l'approche néocoloniale de l'aide, c'est qu'on voit dans les champs de la politisation de l'aide aussi l'impact de toutes les politiques antiterroristes aussi qui sont mis en avant, notamment par les pays du Nord, qui sont encore une fois, comme on l'a évoqué, les plus gros donateurs, plus de 80% des donateurs de l'aide internationale. Ces politiques antiterroristes, elles consistent à dire que si vous êtes en discussion avec des groupes qualifiés de terroristes par ces mêmes États, alors vous êtes considéré comme potentiellement complice de ces groupes terroristes et donc vous allez être mis en difficulté, voire jugé, même si vous êtes une ONG indépendante. Or, on sait très bien que pour intervenir dans de nombreux contextes, il faut pouvoir parler aux acteurs qui administrent des territoires. Si on veut pouvoir toucher les civils, et c'est bien le rôle des ONG, il faut passer par ceux qui les gouvernent, même si c'est des groupes qui sont plus ou moins l'idée par des tortionnaires ou autres, ce qui implique évidemment une réflexion importante des ONG, on va dire une ligne de crête sur lesquelles sont mis en tension les principes humanitaires, où il faut savoir en permanence si le bénéfice-risque pour les équipes, pour on va dire les ayants droit, vaut la peine lorsque dans le même temps on négocie avec des tortionnaires et qu'on met en tension ses propres principes. Voilà, donc toutes ces questions-là de politisation de l'aide, à la fois sur le choix de financement par certains États de zones et de crises particulières avec des intérêts géopolitiques derrière, révèle aussi des crises oubliées, ce concept de crise oubliée qui est traité aussi dans cette revue internationale stratégique. Cette politisation de l'aide au travers des politiques antiterroristes est un sujet du moment aussi, est un fort enjeu de plaidoyer pour les associations afin de préserver un espace humanitaire indépendant. Voilà, et c'est au travers de cette réflexion et aussi de l'approche et de la remise en question du néocolonialisme humanitaire qu'on arrive à aussi pointer du doigt l'exigence, notamment pour les ONG, de devoir être innovant, d'être dans des modes opératoires beaucoup plus en proximité des sociétés civiles, en leur donnant la capacité d'être beaucoup plus indépendantes dans les choix qu'elles font pour leur avenir. En fait, ce qui est intéressant dans le principe de localisation de l'aide, c'est que il se veut d'améliorer les programmes d'aide humanitaire et de développement en améliorant la proximité entre l'aide et le terrain, en valorisant les acteurs de la société civile, qui sont des acteurs, donc comme je disais, qui sont au cœur du terrain, proches des communautés, en capacité de relayer de manière viable les besoins réels des bénéficiaires. Après, c'est un concept qui est critiquable, hein, qui subit de nombreuses critiques. Cependant, il a tout de même la prétention de vouloir valoriser les organisations de la société civile et d'améliorer la cohérence des programmes. Par ailleurs, la localisation de l'aide, ça voudrait dire, et c'est là où finalement ça pêche un petit peu, ça voudrait dire repenser l'ensemble du mécanisme d'aide internationale, du diagnostic au système de financement, aux acteurs engagés, au rapport partenarial entre les parties prenantes. Ça va engager une volonté de repenser l'ensemble du mécanisme d'aide. Aujourd'hui, je pense pas qu'on est à ce niveau-là. Je suis persuadée, à mon niveau, que il faut tendre vers le principe de localisation de l'aide, améliorer
les rapports partenariaux, améliorer la valorisation des organisations de la société civile. Cependant, c'est aussi un principe qui est critiquable. Est-ce que finalement, il prend en compte l'ensemble des parties prenantes de l'aide? On a, lors de cette revue, parlé beaucoup des partenaires privés. Alors, quelle place pour les partenaires privés finalement dans l'aide internationale? Est-ce que aussi ils sont garants des mêmes principes, notamment du principe de localisation de l'aide, puisqu'aujourd'hui les acteurs privés finalement ce ne sont pas que des donateurs, c'est des partenaires, qui sont capables de faire du suivi et des évaluations, c'est des partenaires qui sont aussi capables de mettre en place des diagnostics. C'est un acteur de l'aide à proprement dit. Maintenant, sur le principe de localisation de l'aide, ce qui est important de dire, c'est que il y a quand même une volonté, notamment de la part des ONG, de tendre vers une amélioration de la cohérence des programmes. Et c'est ça qu'il faut retenir. De soutenir, renforcer les capacités des organisations de la société civile et les rendre garants de la réussite des programmes. Et c'est ça qui est important. L'idée où je pense que dans le futur, c'est aussi qu'ils puissent monter en compétences, en poids, qu'ils puissent aussi avoir une voix, porter leur plaidoyer au plus haut niveau et pas que forcément au niveau local, national ou même pour les plus rares cas régional. Ouais, la localisation de l'aide, ça a émergé autour du première conférence internationale sur l'aide humanitaire d'Istanbul, je crois que c'était en 2016, voilà, où on faisait le constat, comme on l'a rappelé, que voilà, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile, des ONG, des pays, on va dire, récipiendaires où habituellement l'aide est développée, beaucoup d'associations qui voilà, justement, n'étaient pas partie prenante à l'aide dans leur propre société. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait créer les conditions d'un financement direct depuis les bailleurs jusqu'à ces acteurs de l'aide locaux, sans passer par les strates différents intermédiaires, et faire en sorte qu'au fond, il y ait moins d'argent qui soit dilapidé par les intermédiaires, et surtout aussi que les acteurs locaux puissent être en capacité de pouvoir mieux répondre à leurs besoins avec des moyens conséquents et d'une certaine manière être voilà, en situation de choisir ce qui est bon pour leur avenir. Voilà, on est bien dans cette opposition aussi du titre de notre revue internationale stratégique, l'aide, outils d'émancipation ou de contrôle. Voilà, le contrôle par des intermédiaires remis en question par l'idée d'un financement direct où l'émancipation des acteurs de société civile se fait de manière plus réfléchie par les personnes concernées elles-mêmes. Donc on a vu qu'après plusieurs années de ce choix politique décidé dans les années 2016-2017, où il était prévu initialement que entre 20 et 30% des financements internationaux aillent directement on va dire, aux acteurs concernés sur le terrain, locaux. En fait, après quelques années, on était toujours à moins de 5% de ces financements qui allaient directement dans cette logique de localisation de l'aide aux acteurs locaux. Donc il y a vraiment un problème, notamment voilà, de confiance de la part des bailleurs, de défiance même, où on voit bien que entre les intentions politiques et le déroulé sur le terrain, les choses ne se passent pas correctement. C'est vrai qu'il y a eu des perversions autour de la question de la localisation de l'aide, notamment je pense à des États autoritaires comme la Chine, comme le Bangladesh et d'autres, qui se sont appuyés sur ces logiques-là pour dire aux acteurs internationaux finalement qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur certains territoires. Je pense à la problématique des Rohingyas au Bangladesh, où il est très difficile pour les acteurs internationaux d'avoir des autorisations de travail parce que les autorités expliquent que dans le cas de la localisation de l'aide, ils préfèrent prendre les financements, qu'on n'a pas besoin des acteurs internationaux et que les acteurs locaux peuvent très bien faire le travail. Donc on voit bien qu'au travers de cette démarche-là, aussi se joue la possibilité pour certains États plus ou moins autoritaires d'avoir moins de témoins sur les exactions potentielles des minorités dans leur propre pays. Donc ça pose des questions sur l'instrumentalisation de l'esprit de la localisation de l'aide par certains États. Ça pose des questions de confiance aussi entre bailleurs et acteurs de société civile, voilà, pour différentes raisons administratives ou autres. Je pense que
comme on l'a rappelé, il faut continuer à défendre l'esprit de cette localisation de l'aide, créer les conditions d'une émancipation beaucoup plus prononcée des acteurs locaux, leur donner les moyens de se structurer, leur donner les moyens de pouvoir être dans de la co-construction, dans du partenariat, notamment avec des associations telles que je l'évoquais tout à l'heure, internationales, pour que ces ayants droit soient, encore une fois, en capacité, parce qu'ils ont les capacités, ils ont les ressources, de pouvoir répondre aux besoins de leur propre société, d'être dans une capacité de décision des priorités. Et voilà, il faut continuer à défendre l'esprit de cette localisation de l'aide. De manière générale, on voit bien aujourd'hui qu'on est sur une tension. On n'a pas évoqué tous les risques qui sont soumis, qui mettent la pression sur les acteurs de l'aide, et notamment les ONG. On pense notamment au néolibéralisme qui impose ses codes et qui met en tension les principes notamment humanitaires sur le terrain avec des approches très, pas uniquement rationnelles, mais qui poussent les associations locales dans des difficultés, notamment de réalisation. Cette notion de néolibéralisme est traitée dans la revue internationale stratégique comme un frein potentiel si les acteurs de l'aide ne sont pas conscients de ces travers. De manière générale, si on est sur une réflexion, une forme de conclusion aussi que tu pourras faire, Fatou, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte post-Gaza, même si à l'heure où on fait cette vidéo, les drames à Gaza continuent toujours, les blocus est actif et il y a 2 millions de personnes qui sont au bord de la famine et des humanitaires qui sont en difficulté pour intervenir. La question du droit humanitaire international et son mépris sont vraiment au cœur des réflexions de l'espace humanitaire des ONG. De la même manière que cette question d'espace humanitaire indépendant est mise en tension, y compris en Europe, avec des régimes autoritaires de plus en plus prononcés. Et nous le disons aujourd'hui à la veille d'élections qui peuvent voir arriver au pouvoir le Rassemblement national, qui, notamment dans ses discours, pointe du doigt les associations notamment qui sauvent des vies en Méditerranée, les associations qui travaillent sur la grande précarité, notamment des migrants en situation administrative précaire, et qui, nul n'en doute, feront leur combat contre l'indépendance des associations, des actions probablement violentes de mise en difficulté des acteurs de l'aide. Donc aujourd'hui, les préoccupations des acteurs de l'aide, en tout cas humanitaires indépendants, que je dissocie des acteurs de l'aide étatique, ça va être de préserver un espace indépendant pour pouvoir être un acteur original du champ des relations internationales et aussi un acteur original des démocraties des pays d'où elles sont nées. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, pour reprendre les termes de Jean-François Corti, les acteurs de l'aide non étatique, finalement, aussi subissent une tension au niveau de leur indépendance, et surtout dans un contexte géopolitique complexe où les États sont en train de se refermer un petit peu sur eux, sont en train de protéger leur souveraineté avec la montée des mouvements d'extrême droite, et ça remet aussi en question leur possibilité d'intervention, leur possibilité aussi parfois d'exister et d'être subventionnés. Maintenant, aujourd'hui, l'aide internationale, effectivement, y subit de nombreuses critiques. Je pense que pour beaucoup d'ONG, elles sont au niveau interne en train de réfléchir et de repenser à leur fonctionnement, repenser à leur rapport partenarial, à comment financer leurs opérations. Mais il n'empêche que dans beaucoup de zones du monde, les situations humanitaires sont encore assez dégradées. On se retrouve à chaque fois sur le terrain avec le même type de critique. Il n'y a pas assez de financement, il n'y a pas assez d'aide, il n'y a pas assez de médicaments. Pour de nombreux contextes, on se retrouve dans des situations de dépendance à l'aide internationale. Et là, on n'en a pas spécifiquement parlé depuis le début, mais c'est aussi un sujet sur la question de l'émancipation, c'est aussi la question de l'autonomisation, et faire en sorte que l'aide internationale, elle ne soit pas continue sur les zones récipiendaires. Elle ne reste pas éternellement. Ce n'est pas un État. Le rôle de l'aide internationale, et ça il faut le rappeler, ce n'est pas d'être un palliatif aux responsabilités de l'État. C'est d'aider les personnes
dans des grandes précarités, en situation de vulnérabilité, dans un désarroi, face aux conflits, face aux déplacements. Mais à terme, il est temps aussi que les États récipiendaires, ou en tout cas les États où il se passe des conflits, des crises, des situations de pauvreté chronique, prennent aussi leurs responsabilités.